On va parler de la liberté d'expression en Europe et je vais inviter Fabrice Ebelpoint à nous rejoindre, spécialiste des réseaux sociaux. Je vous en prie, mettez-vous à côté d'Alexandre Delval. Merci d'être avec nous puisqu'il y a plusieurs informations. Première information, des perquisitions dans les bureaux de X, anciennement Twitter, en France, qui a fait bondir Elon Musk, qui a dit que c'était une attaque politique. Et au même moment, il y a la Chambre des représentants des États-Unis qui dit que les dossiers de censure s'accumulent. Depuis plus d'un an, le comité met en garde contre le fait que les lois européennes en matière de censure menacent la liberté d'expression. En ligne aux États-Unis, nous en avons désormais la preuve. Les géants de la technologie censurent les propos des Américains aux États-Unis, y compris les informations véridiques, afin de se conformer à la réglementation européenne. Ce à quoi a répondu la Commission européenne aujourd'hui. La Commission conteste avoir contraint les réseaux sociaux à la censure. Ce sont des accusations absurdes et complètement infondées à la liberté d'expression et à un droit fondamental en Europe. Fabrice Ebelpoint, décryptez-nous tout cela. Est-ce qu'il y a un risque pour la liberté d'expression en Europe ? Alors, il faut replacer ça dans un contexte. On a des relations entre Elon Musk et l'Europe, à l'époque Thierry Breton, qui était cordiale en 2022-2023, quand il s'agissait de mettre en place et d'imaginer le DSA. Ça a commencé à se corser à l'été 2024, quand Elon Musk a publiquement accusé Thierry Breton d'avoir tenté d'échanger une impunité contre une grosse amende, contre une censure politique. C'est passé assez inaperçu à l'époque. Quelques mois plus tard, la même commission de la Chambre des représentants américains a fait une investigation sur le DSA, et alors ils ne sont pas allés de main morte, ils ont fait une perquisition. Alors rappelez ce que c'est pour nos téléspectateurs, parce que sinon ils savent pas ce que c'est. Digital Service Act. Le Digital Service Act. Ils ont fait des perquisitions chez tous les GAFAM, y compris TikTok, pour récupérer tous les documents préparatoires au DSA. Et puis à partir de ça, ils ont fait une commission d'investigation qui est assez similaire à celle qu'on connaît en France. Et ils ont établi effectivement qu'il y avait une censure de l'ordre du politique à travers les documents de travail des GAFAM qui avaient participé à ces réunions préparatoires au DSA. Donc votre réponse est oui, l'Union européenne met en place une forme de censure. Il y a une cultural gap. Ce qu'on appelle censure aux États-Unis, on l'appelle modération en Europe. C'est vraiment un cultural gap. C'est deux démocraties qui sont très différentes, qui chacune prennent un chemin très différent et qui s'éloignent de la démocratie l'une à l'autre. Et dont les chemins se séparent, très clairement. Les Américains nous houspillent sur le fait qu'on abandonne la liberté d'expression. On pourrait les houspiller sur tout un tas d'autres fondamentaux de la démocratie qu'ils abandonnent. Mais c'est clair que la liberté d'expression, en Europe et tout particulièrement en France, fond comme neige au soleil. Ça n'a jamais été une valeur cardinale de la République française. Hein. Il faut... Absolument. Depuis les lois Pleven, depuis les années 70, on a délégué à des tiers la possibilité de faire des attaques, d'attaquer en justice pour des délits d'expression. Aujourd'hui, on passe à Internet, donc on passe à une industrialisation de ces procédures judiciaires qui sont du coup en dehors de tout cadre juridique. Il n'y a plus de juge, il n'y a plus rien. Il y a des associations qui font la chasse aux contenus indésirables, qui les rapportent aux plateformes, et les plateformes sont tenues d'obtempérer et de les invisibiliser sous peine de grosses sanctions. Ça marchait très bien tant qu'en face c'était Biden. Maintenant que c'est Trump, ça revient à faire un bras de fer politique avec Trump, plutôt que tout simplement menacer des entreprises d'avoir des sanctions financières. Donc c'est plus compliqué. Xenia, votre regard là-dessus, et on va parler de ce qui s'est passé avec le patron de Telegram qui a fait une déclaration aussi intéressante. Ouais, je pense qu'il y a eu une sorte de, il toujours existe une sorte de complaisance entre les grandes plateformes numériques et le pouvoir, l'État. On voit ça par exemple avec le rachat de Twitter par Elon Musk. Mm-hmm. Beaucoup de personnalités qui étaient normalement blacklistées, on peut dire, sont retrouvées. Dont Trump. Dont Trump lui-même, mais oui. Je parle aussi en Europe, en France. Et les journalistes, les médias alternatifs sont retrouvés en fait leur place et plateforme et leur voix, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que quand vous avez un discours différent qui ne rentre pas dans le narratif officiel, vous trouvez soit banni, soit shadow banned, c'est-à-dire que votre visibilité est diminuée. Et ça, c'était une stratégie, une tactique en fait de beaucoup de plateformes qui sont toujours sous le contrôle et avec cette grande connexion avec le pouvoir. Et aujourd'hui, je pense les attaques contre Elon Musk, c'est aussi parce que l'Union européenne cherche à modérer, comme Fabrice Ebelpoint m'a dit, certains contenus qui ne plaisent pas ou ne rentrent pas dans le narratif officiel. C'est tout à fait très important quand on parle des élections. Parce que quand on parle des élections, en fait, c'est sur les réseaux sociaux où les gens apprennent l'information aujourd'hui. Parce qu'il y a encore
bien sûr, médias généraux comme les télés, mais surtout les gens de génération cherchent l'information sur les réseaux sociaux. Et donc, on a vu ça avec Roumanie, par exemple, où certaines voix... Et vous avez parlé de Pavel Durov qui... Alors, je vais dire ce qu'il a dit. Je rappelle juste pour nos téléspectateurs la Roumanie, ce qui s'est passé. Il y a un premier tour qui a eu lieu. Ils ont annulé l'entièreté de l'élection et ils ont empêché à celui qui s'était qualifié pour le second tour et qui était le favori de se représenter. Donc, c'est extraordinaire. On annule le premier tour et celui qui se qualifie, on l'empêche de se présenter et on lui met une étiquette de pro-russe dans le dos pour que l'infamie soit complète. Qui n'est prouvé par personne selon les enquêtes roumaines. Et j'avais reçu d'ailleurs Georges Simion sur ce plateau, son successeur, qui a perdu au second tour. Donc vous avez cité le patron de Telegram, Pavel Durov, qui tacle la France après les perquisitions du réseau social X. L'Hexagone, dit-il, est le seul pays au monde à poursuivre pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent une certaine liberté aux utilisateurs. Telegram, X, TikTok. Sur le réseau social X, le patron russe de l'application Telegram a rapidement réagi à l'annonce ce mardi par le parquet de Paris d'une perquisition visant X dans le cadre d'une enquête plus large sur le réseau social controversé d'Elon Musk, dit cet article. Alors, moi, la question que je me pose, c'est quand il dit « le seul pays au monde ». Est-ce que c'est vraiment le seul pays au monde ? Et les Espagnols sont tout juste derrière. Oui. Il y a une déclaration de Pedro Sanchez qui est avant-hier. On est vraiment... Oui, et puis il y a les pays où vous n'avez pas TikTok, vous n'avez pas Telegram, vous n'avez pas X aussi. Bien sûr, il y a des pays où si vous racontez un truc sur les réseaux sociaux, vous terminez dans une geôle à l'abri des regards. On est le seul pays dans le monde occidental, riche et démocratique. Voilà. Mais il me semble qu'il faut ajouter ces qualificatifs derrière. On est d'accord. Bizarrement, sur les réseaux sociaux, il existe Al Jazeera sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Al Jazeera Plus. Al Jazeera, c'est les frères musulmans et le Qatar. C'est de la propagande djihadiste pro-Hamas, mais aussi pour d'autres groupes djihadistes en permanence. Et bizarrement, là, nos vigilants européens qui combattent le racisme et l'antisémitisme, parce que ça vient de là aussi, les prises de conscience. Bizarrement, là, ce racisme-là, s'il est exotique et exprimé au nom de la Palestine ou de l'islam ou de l'islamisme. Là, il n'y a rien. Il n'y a aucune censure. Il n'y a même aucune mesure contre tout ce que dit Al Jazeera depuis 30 ans. C'était quand même la télévision qui rapportait les propos de Ben Laden pendant très longtemps. C'est la télévision du Hamas. C'est la télévision officielle de plusieurs mouvements djihadistes, comme les Shebab en Somalie, comme les djihadistes en Syrie. C'est incroyable. Il n'y a rien, aucune mesure, parce que nous sommes liés au Qatar, parce qu'on ne connaît pas les fondements de notre dette. Vous savez que la dette française, il n'y a rien de plus opaque que de savoir qui possède la dette française. Donc les pressions de ces pays font que, selon que vous soyez proche du Golfe ou pas, vous êtes plus ou moins condamnable. Si Poutine était aussi généreux que les Qataris, RT serait encore à l'antenne. Absolument. C'est tout bête. Hein. Je ne pense pas. Avec le conflit ukrainien, je pense pas. S'il possédait la dette française... Oui, je pense que s'il possédait la dette française, peut-être. La situation serait très différente. C'est vrai qu'il y a une censure qui a géométrie variable. RT était caricatural parce que totalement hors de tout cadre légal. Là, on a installé un cadre légal. Le DSA, c'est légal de censurer les gens sur des opinions politiques. Il y a tout un tas de thématiques. Typiquement, si vous avez des bien propos... sûr, c'est légal. Fermer C8, ça a été légal. C'était la première chaîne de la TNT. Ils l'ont fait. Si, c'était légal. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'était légal, donc, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. On est dans un pays où, dans le même laps de temps, où en un an, on ferme la première chaîne de la TNT et on va empêcher très probablement Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle. C'est la décision d'un organe para-judiciaire qui est l'ARCOM. Là, le DSA, c'est quand même plus clair. Typiquement, si vous avez des propos qui remettent en question des institutions, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel soit très démocratique dans le genre de propos qu'on peut tenir sur des plateaux de télé. Si vous tenez ce genre de propos sur les réseaux sociaux, vous allez voir votre visibilité mécaniquement diminuer. Pareil sur des propos critiques sur l'immigration, pareil sur tout un tas d'ensembles de propos politiques qui vont faire que vous allez toujours pouvoir vous exprimer, mais vous ne serez pas vu. Mais si vous défendez les frères musulmans, il n'y a aucun problème avec les algorithmes. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est très important ce que vous dites, effectivement, sur ce deux poids, deux mesures. Parler de quoi que ce soit. Ils ont même mis des modérateurs. Une prix Nobel des frères musulmans yéménites avait été mis comme modérateur dans les GAFAM. Donc ça veut dire que là aussi, on voit nos dépendances financières font que certains sont épargnés plus que d'autres. Bon, je vous ai lu l'article du Figaro, mais je ne vous ai pas lu le tweet de Pavel Durov. Et c'était ça le plus intéressant. La police française mène actuellement une descente dans les bureaux de X à Paris. La France est le seul pays au monde à poursuivre pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent une certaine liberté à leurs utilisateurs. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un pays libre. C'est cette dernière phrase qui est la plus forte. Ce n'est pas un pays libre. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a mis la Déclaration universelle des droits de l'homme en préambule de sa Constitution et qui a
totalement annihilé, comme beaucoup d'autres, le droit à la vie privée à travers différentes technologies de surveillance. On a même failli aller jusqu'à Chat Control, qui était une directive européenne qui voulait installer des mouchards sur les messageries de tous les citoyens européens, et on y reviendra tôt ou tard. Donc on est sur une annihilation complète du concept de vie privée, c'est l'article 9. Là, le DSA s'attaque à l'article 10, qui est la liberté d'expression, où l'État n'a pas le droit d'atteindre à la liberté d'expression d'un citoyen, sauf si elle est illégale. Alors clairement, le DSA et la commission d'investigation de la Chambre des représentants américains montrent que non, on n'est pas dans le cadre de contenus illégaux, on est dans le cadre de contenus qui déplaisent, mais qui n'ont rien d'illégaux. Vous pensez quoi de cette dernière phrase, Xenia de Durov, la France n'est pas un pays libre? Vous savez, je partage dans le sens où la France aujourd'hui, surtout quand on parle de liberté d'expression, c'est une liberté d'expression sous condition. C'est-à-dire que ça existe pour certains, mais ça n'existe pas pour les autres. Complètement. Et qui peuvent être affreusement chers. J'ai eu des procès en diffamation auxquels le juge a reconnu que j'avais parfaitement raison, qu'il n'y avait absolument pas de diffamation. J'ai été relaxé en première instance, relaxé en appel. La justice a quand même considéré que c'était à moi de payer les frais d'avocat. Donc la liberté d'expression, aujourd'hui, est un luxe. Si vous avez les moyens, vous pouvez vous permettre d'avoir une relative liberté d'expression. Si vous êtes, comme nous tous, invités sur des plateaux télé, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en bas de l'échelle sociale, c'est une autre affaire. Et la liberté d'expression, vous la retrouvez évidemment sur CNews. Merci à tous les quatre d'avoir été là ce soir. On se retrouve dans un instant avec toute la bande de 100% politique. À tout de suite.